La République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, le pays de Kimpanvita, le pays de Joseph Kabila, de Tshisekedi et des autres. Aujourd'hui, Madame, Messieurs, on va parler avec vous, avec notre invité, débat sur question de la centrale électorale, mais aussi le coup d'État raté, sans oublier parler de PDG, le parti politique qui se trouve dans l'union sacrée de la nation. Aujourd'hui, cette émission, Grand Plateau Essentiel, vous sera co-présentée par Orissia Sakiriki, qui est journaliste de la RTVS 1. Orissia, bienvenue, entrez. Merci Alain Choukourou, merci, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Ça va bien. Merci. Aujourd'hui, on va recevoir le secrétaire général de PDG, vous le connaissez? Oui, je le connais bien, il s'appelle Juan Tsilingwala. Avec lui, nous allons un peu parler de l'actualité, la CENI, le coup d'État raté, et puis son parti où il est secrétaire général. Oui, qui est le PDG. Qui est le PDG. Mais le PDG, ce n'est pas le PDG de l'entreprise. Parti des démocrates pour la bonne gouvernance. Effectivement. Maintenant, on va faire entrer notre invité, messieurs, le secrétaire général du PDG. Et voilà, notre invité s'appelle Tsilingwala Juer. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Matete, panafricaniste du bloc de Casablanca, mais aussi secrétaire général du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, un parti dirigé par l'actuel ministre des Affaires humanitaires. Il s'appelle Modeste Mutinga. Bonjour, Maître Juer. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Je crois que vous êtes à l'aise. Très à l'aise. Orissia Sakiriki vous a présenté comme panafricaniste. Mais je me pose la question, un panafricaniste de surcroît comme vous, un grand leader, comment vous êtes retrouvé aux côtés de Mutinga qui n'est pas un panafricaniste comme vous? Merci beaucoup. Je pense que je devais d'abord arranger les choses. L'autorité morale de notre cher parti, Modeste Mutinga, est ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire. Et moi, en tant que panafricaniste, mais vous savez que Lumumba, Patrice Emery Lumumba, mon idole politique, le même c'est un grand panafricaniste, et il a été au gouvernement. Quand vous prenez comme un comment, Sékou Touré, Julius Nyerere, Modibo Keïta, Hussein Nasser, tous ces grands panafricanistes, ce sont les dirigeants. Ils ont commencé par mener un combat à caractère social et enfin, ils ont fini par la politique active pour apporter tout leur savoir au gouvernement, à la nation, à l'intérêt du peuple. Seulement, si nous avons eu cette opportunité, cette audace de crier tout haut comme panafricanistes, c'est parce que nous avons été dans cet activisme panafricaniste officiel avant de nous engager dans la politique active. Mais lorsque vous lisez les cursus normal de la politique de Modeste Mutinga, vous allez vous rendre compte que Modeste Mutinga, c'est aussi un panafricaniste, dès par son combat. Vous savez, moi, quand je me suis décidé à faire la politique active, j'ai étudié les acteurs politiques congolais et les partis politiques. Mais décider d'être à côté de Modeste Mutinga, c'est avoir lu son cursus politique, le combat qu'il a mené. Organisez une émission un jour, je vous parlerai du combat de Modeste Mutinga. Depuis la Deuxième République jusqu'aujourd'hui. Et donc, Modeste Mutinga, le patriarche Modeste Mutinga, aujourd'hui, dans la politique active, mon idole, mon autorité morale, je pense, a une histoire dans le combat, dans la défense des intérêts du peuple. Et il a consacré toute sa vie pour défendre le peuple congolais, au-delà de son action et des livres qu'il a eu à écrire. Et donc, comme panafricaniste du bloc de Casablanca de surcroît, je suis trop fier d'être à côté de ces grands patriarches qui a besoin de voir la jeunesse comme nous continuer son combat. Êtes-vous aussi fier d'être dirigé dans l'Union sacrée par Félix Tshisekedi? Mais pourquoi pas? Dès lors que je me suis décidé d'entrer dans la politique active et que mon parti a pris l'appel du président de la République, parce qu'il faut savoir une chose,
mon parti, le PDG, n'était pas dans le gouvernement au départ. C'est un parti qui était dans l'opposition. Mais lorsque le président de la République a présenté la volonté de voir toutes les forces vives de la nation se mettre ensemble pour le bien-être de la population et avoir le programme d'action qu'il avait présenté, et que certains points concordaient avec l'idéologie politique, avec le plan d'action de notre parti, nous nous sommes dit, voilà la main, l'occasion nous est donnée de promouvoir notre idéologie, de promouvoir notre vision, de promouvoir notre philosophie politique au sein de l'Union sacrée, et nous n'avons pas hésité pour répondre positivement, pour faire écho à cet appel du président de la République, pour l'accompagner dans le combat qui s'est décidé à mener, alors que nous menions déjà ce combat depuis longtemps au sein de notre parti politique, le pays. Nous parlerons de votre parti, on parle de l'actualité, Maître Juer. Aujourd'hui, la taxe RAM est supprimée, s'il faut dire comme ça. On vous a vu récemment sur terrain en train de revendiquer la suppression de cette taxe. Aujourd'hui, on peut se dire satisfait de cette décision du gouvernement. Je suis très satisfait. Je pense que je commençais ces combats avant que je ne sois dans la politique active. J'ai commencé ces combats comme activiste panafricaniste où l'intérêt de notre peuple était mis au centre. Et lorsque la taxe RAM a commencé, nous l'avons étudiée. Nous avons compris que c'était une taxe illégale qui ne répondait pas aux critères de taxes dans notre pays, et nous nous sommes mis sur la route. Nous avons appelé le président de la République qui aujourd'hui nous a écoutés. Nous avons appelé le gouvernement. Nous avons appelé le ministre des tutelles. Nous avons appelé toutes les forces vives de la nation pour qu'ensemble nous puissions mener la lutte contre la taxe RAM. J'ai personnellement à l'époque été arrêté 2 fois dans ces démarches, et aujourd'hui, entendre que cette taxe a été supprimée, ça fait une joie, ça fait notre joie, ça fait la joie de tous les autres militants panafricanistes, militants de la société civile, activistes des mouvements citoyens avec qui nous avons mené ce combat, parce que c'est de notre effort que le gouvernement, le Parlement, le président de la République et les autres ont compris que dans cette taxe, le peuple ne s'y retrouvait pas, et cette taxe n'a épargné personne, du plus haut sommet de l'État jusqu'au plus petit Congolais. Lorsque cette taxe était encore active, il faut se dire que le président de la République avait promis lui-même aux étudiants, en particulier ceux de l'INBTP, qu'il y aura le Wi-Fi qui sera là, mais sur terrain, rien n'est fait. À Kintambo Magasin, il n'y avait pas Wi-Fi également. Aujourd'hui, on peut s'attendre à une clarification d'abord à propos d'argent, parce que c'est l'argent des contribuables. Parce que déjà, la première étape, le Wi-Fi n'était pas opérationnel. On peut se dire qu'après, on aura des bons résultats. Vous êtes dans la boîte, s'il faut dire, vous êtes dans l'Union sacrée. Non, il faut faire la part des choses. Je pense que c'est le ministre qui a promis que le frais retiré de la taxe RAM devait contribuer au Wi-Fi dans les universités et ailleurs. Parce que quand le président de la République a promis le Wi-Fi dans les universités, il n'a pas dit que ces Wi-Fi viendraient de l'argent de RAM. Ça viendra de l'argent de RAM, monsieur le secrétaire. Ce n'est pas ce qu'il a dit correctement. C'est le ministre qui a dû renforcer. Mais au moins à ces jours, je pense que le président de la République vient d'ordonner qu'on puisse supprimer la taxe RAM. Mais il y a des institutions habilitées à poursuivre, à chercher à savoir ces taxes à bénéficier à qui. Je pense que le président de la République, dans son outil de traque par rapport aux finances publiques avec l'IGF, devait se mettre en mouvement maintenant pour chercher à savoir combien, depuis le début, RAM a eu encaissé, qu'est-ce qui a été dépensé, ça a été dépensé où, qu'est-ce qui reste, et cet argent va partir où? C'est le moment. Ce n'est plus le travail du président de la République. Je crois qu'il y a des institutions différentes qui accompagnent le chef de l'État et qui peuvent faire ce travail. Aujourd'hui, vous commencez à défendre Tshisekedi.
par rapport à ce que d'ailleurs, je rappelle ici aux téléspectateurs, vous étiez parmi les combattants, et vous étiez même emprisonné par rapport à ça. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de dédouaner Tshisekedi. Pourquoi? Parce que vous êtes maintenant dans la coalition Union Sacrée. Non, je voulais qu'on fasse la part des choses. Je ne suis pas en train de dédouaner le président de la République. Parce que déjà, RPTC, qui gère la taxe RAM, est collé à la présidence de la République. C'est-à-dire l'argent de RAM c'est déposé un trésor qui est géré par le président de la République. Est-ce que l'IGF a fait un travail à ce jour pour nous dire que cet argent a été déposé à la présidence de la République et qu'on ne sait pas justifier ça? Point d'interrogation. Mais je voulais préciser une chose. Cette question, s'il vous plaît, je voulais, à l'intention de nos téléspectateurs, cette question me revient souvent. Partout où je passe, on dit, vous étiez en train de combattre Tshisekedi et aujourd'hui vous le défendez. Non. En tant qu'activiste, de surcroît activiste panafricaniste, j'étais en train de mener un combat pour le peuple. Rien d'autre que pour le peuple. Et j'ai eu à encourager le président de la République quand il avait très bien fait et le gouvernement. Et j'ai eu à dire non quand j'avais pensé que c'était mal fait. J'ai eu à encourager l'opposition quand il faisait bien et j'ai eu à condamner l'opposition quand il faisait mal. Et même dans cette transformation de la politique active, rassurez-vous que j'ai des valeurs. J'ai des valeurs prônées par Patrice Emery Lumumba, mon idole politique. J'ai des valeurs prônées aujourd'hui par mon autorité morale, Modeste Mutinga. Lorsque le gouvernement fera quelque chose qui ne rencontrera pas l'assentiment du peuple, nous dirons non, comme nous sommes en train de le dire aujourd'hui pour RAM. Et lorsque le gouvernement fera quelque chose qui rencontrera l'assentiment du peuple, nous dirons oui. Donc sur ce côté, personnellement, rassurez-vous que je garde ma ligne de conduite dans le combat. D'accord, je suis d'accord que vous avez de valeur, mais aussi vous devrez être aussi d'accord que vous êtes censé aussi protéger votre clan. Je pense que dans le système de l'Union Sacrée ou au sein de l'Union Sacrée, nous avons des valeurs. Et le président de la République, quand il a fait appel à toutes les forces vives de la nation pour adhérer à l'Union Sacrée, il y a eu une feuille de route qui a été établie. Il y a eu une ligne de conduite à suivre. Et lorsque un dignitaire, un membre de l'Union Sacrée ne suit pas cette route, ne répond pas aux objectifs pour lesquels l'Union Sacrée a été mise en place, nous n'allons pas le protéger, nous n'allons pas l'acclamer, nous n'allons pas le dorloter, nous dirons non par rapport à tel ou tel autre problème et nous dirons oui par rapport à telle ou telle autre chose. Sur ces points, rassurez-vous. S'il y a un point négatif sur l'Union Sacrée, nous allons pointer du doigt le ministre, le mandataire ou la personne concernée. Et si c'est positif, nous viendrons l'acclamer devant la télévision pour informer notre peuple. Vous avez de valeur, je suis d'accord, mais votre liberté est réduite. Non, je ne pense pas que... Surtout lorsqu'il faut critiquer. Non, vous savez... Le chef de l'État, qui est l'autorité morale de l'Union Sacrée. Vous savez, le vrai problème pour nous, nous voudrions que nous puissions dire du chef de l'État, du gouvernement, des membres de l'opposition, c'est que nous pensons. Si vous pensez qu'il faut dire I, vous voulez que je dise I. Et si je dois dire O, et là, directement vous dites, nous ne sommes pas sur le même onde. Ça c'est vrai. Nous avons, chacun de nous a sa manière de considérer les choses. Moi je pense qu'au sein de l'Union Sacrée, je pense qu'au sein du gouvernement, il y a des avancées significatives et il y a des avancées négatives. Et s'il y a des points négatifs, nous allons les démontrer, nous allons les critiquer. Et s'il y a des points positifs, nous allons les démontrer. Mais moi, dès par mon combat, j'ai fait des critiques constructives. Ne m'attendez pas à faire des critiques d'injures et d'enterrer les choses. J'ai fait des critiques constructives pour permettre à ce que ceux qui m'écoutent, ceux qui me voient m'entendre, puissent améliorer. C'est comme ça, c'est le combat que nous avons mené contre RAM. Et aujourd'hui, on nous a compris, la taxe RAM est partie. Et l'argent des RAM? Non, mais je vous dis, qui suis-je à ce stade pour contrôler le revenu des RAM? Nous avons des institutions, en l'occurrence l'IGF, qui peut nous aider sur ce point-là. Donc, vous et moi, demandons à l'IGF, maintenant que RAM est supprimé, cherchons à savoir où est parti l'argent. Merci. Nous pensons que nous
espérons que tout ira mieux parce que le peuple attendra en tout cas des bons résultats. On parle CENI, Maître Juin Ntsini, 2023 pointe à l'horizon et nous voyons déjà les tensions sont au rendez-vous. Il y a, je ne sais moins, combat, guerre d'idées entre les membres d'une même maison. Il y a le ministre des Finances qui dit avoir donné une somme d'argent pour des choses préliminaires à la CENI et que le président de la CENI dira que jusque-là la CENI vole avec ses propres ailes. Qu'est-ce que on peut s'attendre à ça? Et surtout, il faut le dire, je ne sais pas que le maître, je crois qu'il va expliquer correctement, les cacophonie qui se trouvent entre le ministre des Finances et le président de la CENI. L'autre dit qu'on n'a pas de moyens, de l'autre côté on dit qu'on a donné beaucoup de moyens. Qui dit vrai? Non, mais il y a une troisième intervention que vous ne citez pas de l'ODEP. Moi je pense, pour beaucoup plus de clarté et de sincérité, d'abord il faut comprendre que la CENI c'est une institution d'appui à la démocratie. Et la CENI, comme cette institution d'appui à la démocratie, n'a pas d'argent qui fait entrer, que le président de la CENI dise que la CENI est en train de voler de ses propres ailes. C'est faux. Il doit nous dire qu'il a pris cet argent où pour permettre à la CENI de voler de ses propres ailes. Surtout, il y a 3 cycles électoraux que nous avons connus dans notre pays. Il n'a jamais eu de rapport financier qu'on a réellement fait pour savoir est-ce que après l'équipe sortante, il y a eu quelque chose qui était resté ou pas. Mais au moins, après la sortie médiatique du président de la CENI, il y a eu le ministre des Finances qui a fait une sortie et démontrant noir sur blanc qu'il y a quand même une première tranche d'argent qui a été déposée à la CENI. Est-ce que Kadima gagnerait s'il ignorait cet argent? Non, mais nous attendons que Kadima revienne. Il a déjà fait à travers le rapporteur de la CENI, il a été clair. L'argent qu'on a donné, c'était pour le fonctionnement et le paiement des arriérés des agents de la CENI. Et à ce qui concerne le véhicule où Kazadi, le ministre des Finances, a dit clairement que Kadima, je ne sais pas ce que je dis, le président de la CENI avait demandé 40 fois plus le prix des véhicules. Mais madame la rapporteure de la CENI avait dit clairement qu'ils ont demandé facture auprès des CFAO, mais le ministre, lui, voudrait aller chercher chez quelqu'un d'autre. C'est là où il y a le problème. Merci. Et tout est clair selon la CENI. J'aimerais que le peuple qui nous suit soit éclairé. Ça signifie que à ces jours, il y a quand même une somme d'argent qui a été déposée à la CENI et ça a permis à la CENI de payer les arriérés des travailleurs de la CENI. Ça, le président de la CENI, qui est lui-même passé, je n'ai pas besoin de son rapporteur, lui-même devait passer pour dire oui, nous avons reçu une première tranche d'argent, mais nous l'avons utilisé pour payer les arriérés. Ça, c'est un. Donc, le ministre des Finances n'a pas menti. Deuxièmement, voyez un peu que la CENI ait commandé l'outil automobile pour la CENI à la CFAO et que le gouvernement pense que le prix d'une voiture à la CFAO soit beaucoup plus cher et que quelqu'un d'autre pouvait nous donner à un prix un peu trop bas, mais qui permettrait à ce que la CENI ait des engins automobiles pour effectuer son argent et pour effectuer plutôt sa mission. Dites-moi, faut-il aller acheter là où c'est cher ou faut-il trouver un partenaire qui peut nous aider à avoir le même marque de véhicule, sinon le même véhicule, mais à un prix un peu réduit et qui permettrait au gouvernement et à la CENI d'économiser un peu d'argent. Mais il y a une ligne budgétaire de la CENI qui a déposé au niveau du ministère. Là, on doit admettre ça. Et le ministre a répondu selon ligne budgétaire. Quand il a donné l'argent pour le fonctionnement, mais aussi pour payer les arriérés, il y a aussi le rubrique pour débiter les processus électoraux, mais il n'a pas voulu donner l'argent. Là, on doit se... Non, dire qu'il n'a pas voulu donner l'argent, non, pour dire qu'il n'a pas voulu donner l'argent, c'est faux. C'est comme vous demanderez au ministre aujourd'hui de donner l'argent pour les urnes, l'opération d'enrôlement et consorts, alors que la CENI n'a pas encore demandé. Donc, le ministre a donné ce qui était d'abord disponible et ce qui a été demandé par la CENI.
par rapport à cette ligne budgétaire. Si la CENI dit aujourd'hui, nous voulons commencer les opérations d'enrôlement, ou même le recensement et autres, et qu'on ne donne pas cet argent, c'est alors qu'on dira qu'on n'a pas donné cet argent. Mais la CENI a reçu le premier lot pour les opérations préliminaires de la CENI. On a payé les travailleurs. Comment ces travailleurs vont travailler s'ils ne sont pas payés? Voyez-vous un peu. Donc, attendez que Kadima fasse une deuxième sortie médiatique pour dire cette fois-ci, j'ai demandé l'argent pour le recensement, j'ai demandé l'argent pour l'enrôlement, j'ai demandé l'argent pour ceci, cela ne m'a pas donné, la formation, ceci ne m'a pas donné. Là, c'est autre chose. Mais au moins, Kadima devrait dire au peuple congolais qu'il a reçu l'argent et qu'il ne puisse pas être la machine de blocage pour les élections dans notre pays. Pour que demain on dise c'est le gouvernement qui ne veut pas. Et ça, j'ai aimé parce que ici, vous ne faites pression qu'à la CENI, vous ne faites pression qu'au gouvernement. Vous ne dites pas qu'il y a une frange de l'opposition qui a écrit à l'Union africaine pour avoir un dialogue et faire adhérer les consensus des amendements qu'on voudrait apporter à la loi électorale. Vous voulez qu'on en parle? Non, moi je peux faire un rapport. Ce sont des étapes qui peuvent à la longue bloquer ou retarder les processus électoraux comme on en a connu en 2018. Si c'est important parce que vous voulez évoquer ça. Non, moi je vous ai juste fait savoir parce que votre problème c'est que vous prenez ce qui est du gouvernement et ce qui est de l'opposition et ce qui est de l'opposition qui peut bloquer ce processus électoral comme on l'a connu en 2018, vous n'en parlez pas. La population attend les élections. Moi, je pense que c'était des questions essentielles. Avant de donner à Choukourou la parole, mais vous ne voyez pas qu'apparemment, c'est chaque année électorale où il y a toujours eu problème d'achat des véhicules et tout. Et où sont partis les véhicules de l'année 2018, il faut dire comme ça? Mais je l'ai dit au début ici. J'ai dit nous avons un problème des rapports financiers, un problème de compte rendu. Ce n'est pas à moi, ni au gouvernement, ni au ministre des Finances de venir. C'est cette question qu'il faut la poser au président de la CENI sortant et entrant et au Parlement, l'institution habilitée à contrôler les finances de la CENI aujourd'hui, avec peut-être la force de l'IGF. Je crois que l'IGF, qui était déjà en contact avec la CENI pour le suivi des opérations par rapport au financement, je crois qu'elle nous aidera après les élections de 2023. Je vais vous poser une question, comme panafricaniste, pas comme CG. Ma question est la suivante. Vous savez déjà que le bureau actuel de la CENI ne fait pas l'unanimité, n'a pas confiance, l'opposition n'a pas confiance à ce bureau ici. Est-ce que vous croyez déjà, et vous ne voyez pas lorsque déjà il y a cacophonie entre le gouvernement et la CENI, déjà ça prévoit déjà qu'il n'y aura pas de bonnes élections, et c'est surtout les élections crédibles et apaisées en 2023. Le panafricanisme, ces courants d'idées, ces courants idéologiques révolutionnaires dans lesquels je suis dès les bas âges, n'écartent pas la démocratie. Et quand je me tiens devant ces plateaux, je parle non pas en tant que panafricaniste indépendant, mais en tant que panafricaniste qui m'est collé au sang, mais secrétaire général d'un parti politique œuvrant dans notre pays, le PDG. Et donc, je réponds à cette question comme secrétaire général du PDG. Je vous dis ceci, nous sommes dans un pays démocratique et tous, nous avons choisi la démocratie comme notre ligne de conduite et que le consensus, la voix de la majorité prime, la minorité reste. Tout ça est passé au Parlement et que la majorité a eu à gagner ses combats, suivons la machine, avançons. C'est ça le mal de la démocratie nous imposé par l'Occident et qu'aujourd'hui tous nous prenons la démocratie, tous nous appelons aux élections démocratiques, libres et transparentes. Ça signifie que lorsque la majorité prend une décision, la minorité ne doit que suivre. Donc sur ces points, il ne faut même pas faire un débat. Vous êtes prêt d'aller aux élections sans l'opposition, s'il est faux? Écoutez, vous savez qu'en 2006, il y a une jurisprudence là-dessus. En 2006, père son âme, le père de la démocratie, Etienne Tshisekedi, n'a pas été aux élections. Ce n'est pas pour autant dire qu'il n'a pas eu élection dans ces pays. Ce n'est pas pour autant dire qu'il n'a pas eu élection. Je vais vous répondre
En 2018, on a commencé avec l'affaire machine à voter, sans machine à voter, mais enfin même tous ceux qui contestaient la machine à voter ont été aux élections. Donc il n'y a pas en quelque sorte un certain dynamisme de l'homme politique congolais par rapport aux prises de position. Et ce sont des distractions. Nous comprenons que le politique congolais est habitué à des dialogues et des consensus pour qu'on arrive à des postes ministériels, alors que la Constitution nous donne la voie à suivre pour accéder au pouvoir. Allons-y aux élections. Ici, on a dit que le gouvernement serait ou ne serait pas en mesure de financer la CENI. Et de l'autre côté, on a peur qu'on n'aura pas un processus démocratique, alors que la machine est déjà beaucoup plus avancée. Cessons de retarder et de stopper cette machine. Voyons la volonté des institutions de la République, surtout celle du président de la République, à vouloir bien organiser les élections, parce que autour de lui, il a déjà un bon nombre de partis politiques et des Congolais qui les soutiennent. En 2006, il n'y avait qu'un seul parti politique de l'opposition qui ne voulait pas aller aux élections, avec la façon dont Kabila organisait les élections en 2006. Mais aujourd'hui, on parle de la MOUCA, on parle des FCC, de grandes plateformes politiques qui sont dans l'opposition. Vous ne voyez pas qu'il y a différence. Vous savez, la difficulté chez nous, la difficulté dans notre pays, c'est que lorsqu'il s'agit des positionnements politiques et des élections, ce sont les politiciens qui se pointent. Parce que quand vous parlez de la MOUCA et du FCC, vous n'avez pas parlé des peuples congolais qui, eux, attendent les élections. Là, ce sont les leaders des mouvements, des partis politiques. Lorsque nous, on a été dans la rue pour RAM, on n'a pas vu ces politiciens venir se battre ensemble avec le peuple pour le RAM. Et ils ne vont pas imposer au peuple leur façon de faire, leur manière de raisonner. Le peuple congolais a besoin des élections. Et le peuple attend impatiemment ces élections. Un leader politique, une structure politique, un mouvement politique ou un parti politique qui ne voudrait pas aller aux élections parce que son leader politique se sent mal à l'aise, ne se trouve pas dans l'assiette, restera et nous allons partir aux élections avec le peuple. À plusieurs reprises, Fayoulou et Mouzit ont parlé de questions de RAM, ils étaient contre. Bon, on va changer le sujet où on continue. Surtout, vous savez, actuellement on parle de coup d'État raté, mais l'autre fois ici, Willy Michiki avait refusé qu'on parle de coup d'État. Lui, il veut qu'on parle des mégestions, des manques d'organisation. Posez une question. Coup d'État raté, au moment où le président était à Addis Abeba pour en tout cas remettre le pouvoir de l'Union africaine, une année à la tête de l'Union africaine. Et la question qui se pose dans la rue, s'il faut dire comme ça, ce que vous parlez du peuple congolais, le coup d'État, il n'y a qu'une seule personne apparemment qui est suspectée. C'est le coup d'État, c'est l'embrouille, c'est quoi? Et surtout lorsqu'on parle de machination politique du Union sacrée pour ne pas organiser l'élection en 2023. La population qui se pose des questions comme ça. Je crois que notre parti PDG, le Parti démocrate pour la bonne gouvernance, le parti cher au patriarche Modeste Mutinga, a fait une déclaration le 8 par rapport à ces événements, bien avant que le porte-parole du président de la République, la presse présidentielle, nous fixe sur... C'était plusieurs temps après cette déclaration du gouvernement. Oui. Qu'on nous fixe sur la sécurité menacée de l'État. Et moi, je ne veux pas entrer dans les distractions, coup d'État, mégestion et consorts, et qu'on a pointé une seule personne. Je crois que dans le cadre des enquêtes, même la personne qui a été pointée est à ce jour considérée comme présumée innocente, jusqu'à ce qu'il soit déféré devant les juges, ces juges naturels, pour établir les responsabilités par rapport à tout ce qu'on entend. Mais les enquêtes continuent, on n'a pas dit qu'on a bloqué les enquêtes continuent, et s'il y a d'autres personnes qui sont associées à cette machination politique, qui voudraient à ce que le système démocratique mis en place dans notre pays puisse tomber et que l'on puisse arrêter les processus électoraux qui est en 2023 pour organiser d'autres choses, ça n'arrange pas. Moi, je pense, quant à moi, j'interpelle la classe politique congolaise. Ce n'est pas par rapport au positionnement politique,
pas parce qu'on veut être président de la République, ministre et consort. Le plus essentiel, c'est chercher à mettre au centre le peuple. Qu'est-ce que le peuple congolais gagne dans tout ce que nous faisons? Qu'est-ce que le peuple congolais a gagné 18 ans passés? Qu'est-ce que le peuple congolais a gagné 3 ans passés? Et qu'est-ce que le peuple congolais gagnera? Pourquoi cet acte pouvait se passer? Parce que est-ce qu'il y a eu un constat de peut-être mégestion, quelque chose qui dérangeait les peuples? Non, mais vous savez quand... Partout ailleurs, on voit la mégestion, on voit la dictature, c'est le fruit. Vous savez, partout ailleurs, vous avez cité partout ailleurs, dans les pays de l'Ouest africain où il y a eu des coups d'État, ce sont des présidents qui ont été élus démocratiquement. À un certain moment, il y a eu des coups d'État, nous ne savons pas pourquoi, mais plus, vous verrez que c'est par rapport à l'appartenance de ces chefs d'État à soutenir les intérêts beaucoup plus de l'extérieur, la France, l'Europe, que de leur peuple. C'est comme ça le peuple s'est pris en charge pour dire non, nous devions avoir des dirigeants qui se soucient de nous et non de la France et non de l'Europe. Mais pour le cas dans notre pays, 18 ans passés, nous savons où était le Congo. 3 ans du président Félix, nous savons où est le Congo. Et ceux qui voulaient venir pour le coup d'État, allaient amener le Congo. Je pense que le peuple congolais est tellement éveillé, il a besoin des élections. Et s'il veut se faire remplacer des gouvernants, c'est par les élections et non par un coup d'État. Et ceux qui ont pensé à nuire à la sécurité nationale ou à penser à fomenter un coup d'État, c'est parce qu'ils sont enviés du pouvoir et pensent que par la voie légale, par la voie des élections, ils ne vont pas se retrouver parce que nombreux d'entre eux ont perdu les élections de 2018 et ils pensent déjà qu'en 2023, avec la ligne de conduite donnée par le président de la République actuellement et à défendre son plan du peuple d'abord, un projet qu'il pense réellement concrétiser avec son deuxième mandat. Le deuxième mandat que le peuple congolais lui donnera, ce projet sera concrétisé et le peuple congolais trouvera sa place dans le Conseil des Nations. Le peuple congolais trouvera son social amélioré, son quotidien et sa vie améliorée parce qu'au départ, le président de la République a eu à travailler avec les ennemis du peuple, avec ceux qui ont détruit ces peuples, avec ceux qui ont détruit, avec ceux qui ont détruit ces pays. Et avoir la volonté du président de la République de faire quelque chose, mais très mal entouré et accompagné, et maintenant qu'il est en train de se réveiller comme un lion, oui, il va changer de partenaire, c'est possible, c'est possible de changer de partenaire. Effectivement, aujourd'hui vous êtes partenaire de Tshilombo, après le coup d'État raté, imagination politique, conspiration, je ne sais pas quel terme il faut employer. Nous avons vu. Est-ce que vous avez peur? PDG a peur après le coup d'État? Non, le PDG n'a pas peur. Vous savez d'ailleurs, l'Union sacrée n'a même pas peur. Mais pourquoi vous êtes agité? Je parle de l'Union sacrée, le parti politique de l'Union sacrée, parce qu'après on a vu des messages de loyauté au chef de l'État. Il y a vous également, vous l'avez fait, et d'autres. C'est la peur où vous voulez montrer ce qu'il dit, que vous êtes toujours avec lui. Non, mais vous savez, nous sommes dans un gouvernement. Et dans un gouvernement, on ne peut pas avoir, dans une union comme l'Union sacrée, dans une forêt, on ne peut pas avoir 2 lions, pas 3. Nous avons un lion qui est Félix Tshisekedi, notre président. Et c'est lui, jusque-là, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée. Ça, c'est un. Et lorsque l'on menace Félix Tshisekedi, lorsque l'on menace la nation, nous, ses partenaires, nous devons venir pour l'appuyer. Nous devons venir lui présenter notre soutien. C'est ce que le PDG a fait. Écoutez, le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, à lire son programme d'action, à lire son idéologie, son combat, sa vision, pas 2, 3 partis politiques en RDC qui défendent ce vrai combat. Et Modeste Mutinga, quand vous le mettez sur la classe politique congolaise, vous trouvez que c'est parmi les Congolais, parmi les acteurs politiques congolais, le mieux coté, le mieux considéré et le mieux respecté. Il n'est pas dans les zizanies, il n'est pas dans la malversation, il n'est pas dans la mauvaise gérance et consorts. Et c'est honnête de sa part et du PDG de notre parti
qu'après cette situation, que nous disions au président de la République, nous vous accompagnons, nous vous soutenons, nous sommes derrière vous et nous sommes prêts à assumer tout ce qui vous sera taxé. C'est ce que le PDG a fait. Tout ce message, pas seulement de vous, d'autres partis politiques membres de l'Union sacrée, est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Puisque le même parti politique, aujourd'hui qui sont alliés à Tshisekedi, avant de quitter le Front commun pour le Congo, ils avaient aussi parlé de loyauté à Kabila. Non, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Pas seulement 3-4 jours, ils ont basculé et même message à Tshisekedi. Vous savez, parce que moi je pose cette question, parce que vous n'êtes pas seulement secrétaire général du PDG, vous êtes aussi panafricaniste. Voilà pourquoi je vous pose cette question, puisque je sais, vous allez répondre correctement. Voilà, je vais vous dire une chose. Et je ne parle pas des autres partis politiques, parce que je ne suis pas porte-parole de ces partis politiques. Je suis secrétaire général du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, le parti cher au patriarche Modeste Mutinga. Et si dans notre pays, nous avons eu l'alternance et nous avons eu les élections en 2018 pour que l'actuel président de la République soit élu, c'est parce qu'il y a eu G7. Les gens qui ont été à côté de Kabila, les gens qui ont accompagné Kabila, les gens qui ont pensé qu'à un certain moment, Kabila était devenu limité et qu'il voulait instaurer la dictature et voulait briguer un troisième mandat, chose interdite dans notre constitution, ces gens-là ont abandonné leur poste ministériel. Ils ont abandonné tous les avantages possibles qu'ils avaient pour aller dans l'opposition. Et Modeste Mutinga, le patriarche et l'autorité morale de notre parti, était de ces gens-là qui a abandonné son poste au Sénat pour dire non au troisième penalty. Il est resté à l'opposition. Mais lorsque le président de la République fait appel à toutes les forces vives de la nation pour l'accompagner à construire et reconstruire, à rebâtir notre nation, il dit par rapport à son expérience et expertise, accompagner le président de la République, parce qu'il avait présenté une feuille de route qui concordait avec le projet des sociétés, avec les idéaux soutenus et défendus par les PDG. Modeste Mutinga, le PDG a dit, nous allons partir. C'est comme ça que nous sommes venus. Lisez l'histoire politique de Modeste Mutinga, c'est pour la première fois dans sa vie qu'il soit au gouvernement. C'est seulement au gouvernement de l'Union sacrée. Donc, on va poser peut-être la dernière question sur ce sujet. C'est quoi la vision de l'Union sacrée, la vision de Tshisekedi? Non, et son programme aussi, c'est quoi? Le programme du président de la République, je ne parle pas de son programme qu'il a mené aux élections pour être président de la République. L'Union sacrée qui a regroupé plusieurs partis et qui à ce jour n'est pas encore structurée formellement, sauf il y a une structure des communicateurs de l'Union sacrée, structure dans laquelle je fais partie, des communicateurs de l'Union sacrée, où c'est structuré, nous avons une charte des statuts. Mais l'Union sacrée qui regroupe les partis politiques n'est pas encore structurée. Mais avant que le parti rejoigne, après les consultations, le président de la République a donné une ligne de conduite. Cette ligne de conduite combattait ou interdisait la corruption, la mégestion, la gabegie financière. Tout ça on sait. Maintenant la population, la question de savoir c'est quoi sa vision pour la vision, c'est ce que je suis en train de dire. La vision de l'Union sacrée devra être définie réellement et objectivement si l'Union sacrée prenait forme si l'Union sacrée prenait forme d'une structure officielle. Mais pour le moment, tous les signataires, tous ceux qui accompagnent le président de la République au sein de l'Union sacrée sont en train de suivre la ligne de conduite établie par le président de la République. C'est cette ligne de conduite que vous pouvez appeler vision. C'est cette ligne de conduite. C'est cette ligne de conduite de l'Union sacrée qui combat les antivaleurs, la gabegie financière, la mauvaise gouvernance, la corruption, qui voudrait que le social du peuple congolais
soit considéré, qui voudrait que toute action gouvernementale soit réalisée pour l'intérêt d'abord du peuple congolais. C'est cette vision que nous sommes en train de suivre. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision. En attendant que vous vous organisez. On va passer. Je ne sais pas si vous comprenez. On va maintenant parler de vous. PDG, parti cher, À Modeste Mutinga. C'est quoi votre programme? C'est quoi également votre vision? Et la question aussi, vous avez déjà réitéré votre loyauté et plébiscité Tshisekedi comme votre candidat président de la République. Oui, le PDG a publicité, le président de la République, qu'il va l'accompagner en 2023 et qu'il va mobiliser ses bases pour voter massivement le président de la République en 2023 pour qu'il ait son deuxième mandat, lequel mandat permettra au président de la République de réaliser son rêve du peuple d'abord. Et parlons maintenant de votre implantation. Est-ce que PDG, c'est seulement parti de Kinshasa ou vous êtes implanté partout à travers la République? Je voulais répondre par rapport à la vision, par rapport à l'idéologie et vous me posez une autre question. Ok, merci. Le PDG n'est pas que planté à Kinshasa. Le PDG, à ce jour, est planté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quand vous allez dans chacune des provinces, vous trouvez le PDG. Et question pour vous de voir les tournées faites par le président de la République dans les provinces, il y a toujours les membres du PDG qui l'accompagnent. Et je pense que la semaine prochaine, comme secrétaire général du PDG, je serai à Kikwit, dans la province de Kwilu, pour un meeting populaire dans le cadre du PDG. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas qu'à Kinshasa. J'ai été à l'Est pour des formations idéologiques et je serai à l'Équateur où d'autres membres du parti ont été à l'Équateur, dans le Grand Équateur, je prends vraiment les Grands Équateurs ensemble, dans le Grand Bandundu, ce qui signifie que le PDG n'est pas seulement à Kinshasa, il est un peu partout. C'est un parti national et c'est un parti qui est en train de se battre pour ronfler un bon nombre de sièges aux élections de 2023 pour accompagner et donner la majorité absolue au président de la République qui lui permettrait cette fois-ci de ne pas coaliser avec les opportunistes et les pouvoiristes. De la vision et de l'idéologie du parti. Oui. Le PDG, sa vision est trop claire par rapport à la population congolaise. Nous parlons de la prospérité partagée. Le Congo est un grand pays plein de richesses et consorts et nous sommes rendus compte à un certain moment, le sol et sous-sol des Congolais bénéficient à une petite portion des dignitaires au pouvoir, sinon aux étrangers. Et nous nous battons pour que lorsque le PDG prendra beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales, permettre à ce que les sols et les sous-sols congolais puissent bénéficier à tout le peuple congolais. C'est-à-dire organiser des actions en faveur de la population. C'est ce que le président de la République dit, le peuple est d'abord. Nous l'avions déjà dit un peu avant, la prospérité partagée. Partageons ce que nous avons avec le reste des peuples. Nous pensons... Bon, avant de parler d'idéologie comme la question d'Orissia, je voulais vous poser la question. Maintenant, quel est le programme pour matérialiser cette vision de richesse partagée? Oui. Le programme pour matérialiser cette richesse partagée, je pense que nous devions à un certain moment nous battre pour un développement intégral de notre pays en favorisant l'électrification, en favorisant l'agriculture, en favorisant la justice et en favorisant la primauté des lois. Parce que si nous prenons ces 4 piliers, je pense que tout sera mis en place. Le Congo, c'est un grand pays que nous n'exploitons pas jusqu'à ce jour du point de vue agriculture, surtout l'agriculture industrielle. Le Congo, c'est un grand pays avec plusieurs barrages qui n'est pas électrifié. Et c'est seulement des petits coins. Même à Kinshasa, il y a des zones encore dans le noir. Alors qu'aujourd'hui, l'électricité peut nous permettre à réaliser beaucoup de projets. Le Congo, le président de la République de l'État des droits, nous parlons de la justice réelle. Si aujourd'hui, la justice est faite et réalisée au nom du peuple congolais d'une manière générale, je pense que tout sera mis au clair et le développement d'ailleurs.
Le professeur Bayona parlait de la justice comme température de la démocratie dans un pays. Et donc, si la justice est au sommet, au top, la démocratie viendrait d'elle-même. Et je parlais de la primauté des lois. Ce qui nous tue à un certain moment dans notre pays, c'est cette déconsidération de certaines lois. Où parfois certains articles constitutionnels où la Constitution en soi n'est pas respectée à la loupe, alors que la Constitution qui est la mère donatrice des autres édits, organes et lois. Parce que toutes les lois s'inspirent de la Constitution, mais parfois nous commençons par bafouer la Constitution et nous continuons à bafouer les autres lois. Si nous respectons la loi, si nous respectons la Constitution et si nous respectons les constituants, je pense que d'une manière générale, notre pays trouvera son développement intégral et la prospérité, dans un vrai sens du mot, sera partagée avec tous les autres Congolais. Peut-être la dernière question. Vous avez une vision et un programme bien structuré. Vous ne vous sentez pas mal à l'aise d'être dans une coalition qui n'a aucune vision, non plus un programme, un parti politique comme vous? Non, moi je ne fais pas les deux. Vous savez, ce qui nous tue à un certain moment, c'est le français. C'est comme ça que je n'aime pas faire les émissions en français. Et le belge, le français qui nous ont enseigné, ce français que nous utilisons, nous ont laissé, nous, les discussions inutiles. Quand je parle de la ligne de conduite, ça signifie qu'il y a une vision là-dessus. Quand je parle de la ligne de conduite, tout ce que j'ai appelé vision au PDG, je peux l'appeler ligne de conduite du PDG. Et ce sont des jeux de mots français. Voilà pourquoi je n'aime pas français. Je vous dis maintenant que dans l'Union sacrée, il y a une ligne de conduite comme le PDG a une ligne de conduite. Mais notre pays, le Congo, a un défaut. Le défaut congolais, c'est lequel? Il y a des coalitions qui se font sans idéologie politique en avance. Vous verrez les partis de gauche s'associer aux partis de droite et vous verrez les partis centristes s'associer aux partis et de droite et de gauche. Et là-dessus, on ne sait pas quelle est l'idéologie, quelle est la vision à suivre. Parce que ceux de gauche comme les d'autres, les centristes, chacun d'eux ont une vision, une idéologie, un programme par rapport à leur fondement. Mais quand vous prenez A, B, C, vous le mélangez et même vous-même, vous n'allez pas vous retrouver. Je souhaiterais qu'à la longue, qu'on ait des associations, qu'on ait des regroupements politiques par rapport aux idéologies politiques. Ceux de gauche se mettent ensemble, ceux de droite se mettent ensemble. Sinon, si ceux de gauche ou de droite veulent s'associer à ceux de droite, qu'ils puissent réviser leur statut pour rencontrer un peu les aspirations des autres. Sinon, nos partis politiques, sinon, nos unions ne seront que des unions opportunistes pour permettre à ce que le président des partis politiques, les acteurs politiques qui ont des partis seulement avec leurs membres des familles, de se positionner politiquement, et ça ne permettra pas à ce que le peuple trouve sa prospérité, à ce que le peuple trouve son compte. C'est-à-dire, quand je parle du peuple qui ne trouve pas... Déjà, c'est le cas au pays, c'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de dire, le peuple ne va pas se retrouver. Non, vous savez, la situation de notre peuple aujourd'hui, que ce soit le président de la République, le membre du gouvernement des institutions, nous ne devons pas nous dévoiler la face. Nous n'avons pas encore atteint le niveau où nous voulions que notre peuple arrive. Ce qui signifie que le combat est encore très grand et nous sommes en train de nous battre pour élever la pente. Je ne peux pas venir ici dire que le peuple d'abord est à 100%. Non, mais aussi, ce n'est pas d'un coup, après 3 ans, qu'on voudrait voir le peuple congolais bénéficier à 100% du slogan de la vision peuple d'abord. Ça doit aller mollo mollo. Peut-être le président de la République commence, mais si au deuxième mandat il ne peut pas, c'est quelqu'un d'autre qui aura sa vision, son dauphin, qui viendra peut-être l'accompagner. Donc nous devons cesser à penser qu'avec le Congo qui représente presque l'Afrique entière et que les choses doivent se faire d'un jour au lendemain. On promet ceci, on le fait demain et c'est ce que le peuple congolais attend. Non, il y a un travail de préparation, il y a un travail d'éducation, il y a un travail qui devrait se faire en avant pour concrétiser les belles idées, les belles promesses, les belles réalisations à venir que le président de la République nous promet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On se retrouve prochainement. Merci, au revoir.